Alors, bonsoir tout le monde. Au nom des affaires francophones de la Faculté de médecine, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire en physiatrie ce soir. Derek avait présenté pour nous à Val-de-Neige, médecin francophone, il y a plus d'un an. Et on avait vraiment, vraiment apprécié sa conférence. Donc, on tenait à vous le faire entendre à nouveau pour un sujet quand même qui est vaste. Hein? C'est pas évident. Quand je choisis des conférenciers, je leur donne des sujets, des objectifs, puis vas-y. Donc, Derek a 50 minutes pour couvrir cervicalgie, lombalgie, fibromyalgie quand tout fait mal. Mais évidemment, c'est des perles cliniques qu'on va aller chercher ce soir sur un sujet qui est important pour les professionnels de la santé. Alors, encore une fois, le webinaire ce soir est complètement accrédité. On va vous soumettre les liens pour l'évaluation. Vous allez recevoir votre certificat de participation. Et pour les questions, on va utiliser le chat. Donc, rien ne vous empêche de poser vos questions durant la conférence. Par contre, on va y répondre seulement à la fin. Donc, on ne va pas interrompre le conférencier, mais je vais gérer la période de questions à la fin. Donc, je vous présente Dr. Derek Petit. Puis encore une fois, je le remercie beaucoup d'avoir accepté de participer avec nous ce soir. Donc, Derek a complété ses études en médecine à l'Université d'Ottawa, au volet francophone en 2017. Il a ensuite complété sa résidence en médecine physique et adaptation, qu'on appelle aussi la physiatrie, et il a terminé en juin dernier. Depuis août 2022, il pratique à Montfort comme consultant en physiatrie à l'interne et la clinique d'EMG à l'externe. Il lui reste 2 semaines pour son fellow en échographie interventionnelle. Il va débuter une pratique en externe en médecine sportive à l'Université Carleton et il atteint également des privilèges à l'Institut de réadaptation d'Ottawa. Donc, sa présentation, cervicalgie, lombalgie, fibromyalgie, quand tout fait mal. Alors, Derek, je te cède le microphone. Parfait. Merci beaucoup, Dr. Charest. Donc, comme Dr. Charest l'a mentionné, j'ai présenté l'année dernière. Puis oui, il semble que ça a quand même été assez populaire, mais un des commentaires que j'ai eu de la plupart des gens, c'est qu'ils auraient aimé ça avoir un petit peu plus de temps pour poser des questions à la fin. Donc, je vais essayer de parler peut-être un petit peu moins cette année et juste de vous donner un peu plus de temps pour poser vos questions si jamais vous en avez. Donc, comme Dr. Charest l'a dit, c'est des gros sujets. Hein? Il y a des conférences internationales sur chacun de ces sujets-là qui durent 3-4 jours. Puis je les couvre les 3 en 50 minutes. Fait que ça va être un petit peu dur, mais je vais vraiment me focusser sur ce qui est plus important selon moi, surtout pour un médecin de famille en communauté. Donc, on va débuter ça tout de suite. Donc, juste avant de débuter l'affirmation autochtone, donc on rend hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date qui unissait à ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels jeunes et âgés. Et nous honorons aussi les courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer et je n'ai aussi aucun intérêt au conflit. Donc, je suis papa maintenant, donc j'ai des petites jokes de papa comme ça. Les objectifs, vous les avez déjà, c'est les mêmes que l'année dernière, donc on va se concentrer sur chacun des 3 sujets. Puis j'ai vraiment essayé plus pour cette présentation-là de grouper certaines choses ensemble que je trouvais qu'elles étaient un petit peu plus redondantes l'année dernière. Donc, vraiment, pour ce qui est de l'approche aux gens qui ont mal au cou et qui ont mal dans le dos, j'ai essayé de penser à qu'est-ce que je fais, moi, quand je suis en clinique, soit en MG ou en physiatrie avec les patients qui sont plus complexes. Qu'est-ce que j'essaie de faire un petit peu dans ma tête pour essayer de me démêler un peu et aider ces patients-là? Donc, la première chose que je fais, que ce soit un mal de cou ou que ce soit un mal de dos, c'est que j'essaie vraiment de savoir si la douleur est principalement axiale ou centrale ou si elle est aussi radiculaire, si elle est principalement radiculaire, donc dans les bras. Donc, une espèce de douleur qui peut aller jusque dans les bras ou dans les jambes. Et pour essayer de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe, j'aime ça poser quelques petites questions qui sont un petit peu utiles. Donc, j'aime ça demander des pertes de sensations dans les mains et les pieds. Vous remarquez, je n'ai pas mis des engourdissements ou comme des chocs électriques parce que je trouve que souvent, les gens qui ont de la douleur au niveau du cou ou du dos, ils vont sentir comme une espèce de sensation qui peut descendre dans les jambes ou dans les bras. Fait que ça peut être un peu difficile des fois de savoir si c'est de la douleur référée ou si c'est vraiment plus un problème sensitif. Fait que moi, je leur explique, je dis non, je veux savoir, là, si tu touches ta peau, est-ce que tu sens vraiment qu'il y a une différence? Tu ne sens pas ta peau quand tu mets des bas, par exemple. Tu ne sens pas que tu es en train de mettre des bas. Donc, ça, c'est quelque chose qui me dit qu'il y a peut-être plus de quoi de neurologique qui se passe. J'aime ça aussi savoir un petit peu plus
d'informations sur la faiblesse, mais vraiment fonctionnelle. Parce que, tu sais, quand on a mal au cou, qu'on a mal dans le dos, c'est sûr que ça va être dur de bouger. Puis les gens, si tu leur demandes, sentez-vous que vous êtes un peu plus faible au niveau des jambes ou des bras, 100% vont vous dire oui, tu sais. Fait que c'est plus d'essayer de savoir si c'est vraiment quelque chose qui affecte leur fonction. Fait que, tu sais, non, regarde, j'essaie d'aller chercher un plat en haut, mais je ne suis pas capable. On dirait que mon muscle, il n'est pas aussi fort qu'avant. J'ai vraiment une différence d'un côté comparé à l'autre. Ça, c'est le genre d'affaire qui est vraiment utile à savoir. Les troubles à la marche aussi, ça, j'aime ça le demander pour le dos et aussi pour le cou, parce qu'on va parler un petit peu de la myélopathie cervicale. Ça, c'est vraiment une des perles cliniques que j'aimerais ça que vous vous souveniez à soir. La myélopathie cervicale, c'est quelque chose qui est manqué, qu'on voit souvent en physiatrie. Fait que c'est juste quelque chose à penser. Fait que quelqu'un qui a mal dans le cou et qui dit qu'il a un petit peu plus de difficulté avec son ballon, juste quelque chose à penser. Des difficultés avec la motricité fine. Donc, ça aussi, c'est utile à savoir, surtout pour des problèmes de cou, naturellement, mais donc des problèmes avec l'écriture, être capable de boutonner des gilets, mettre des boucles d'oreilles pour les femmes, par exemple. Donc, ça, c'est la première chose que j'essaie vraiment de faire. Quelqu'un qui a mal dans le cou, dans le dos, est-ce que votre douleur est axiale ou elle est radiculaire? La deuxième étape, c'est d'identifier les drapeaux rouges. Ça, bien, vous êtes un petit peu avantagé, les médecins de famille, vous connaissez vos patients un petit peu plus à long terme. Fait que vous le savez, c'est une histoire de cancer, c'est quelqu'un qui a déjà pris des drogues intraveineuses, des choses comme ça. On va en parler un petit peu plus des drapeaux rouges un petit peu plus tard. Puis la troisième étape, puis ça, c'est super important, c'est de faire un examen neurologique. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué à l'école de médecine. Quand on apprend à faire un examen du cou, du dos, on apprend tout ça, comme le Sperling, puis ces affaires-là. Mais vraiment, ce qui va modifier les traitements, ce qui va modifier aussi la prise en charge des investigations, c'est vraiment les déficits neurologiques. Fait que de faire un bon examen neurologique, ça vaut pas mal plus que d'essayer de faire un bon examen musculo-squelettique souvent, pour le cou et le dos. Fait que, tu sais, quand on a mal dans le dos, oui, par exemple, l'amplitude de mouvement peut être réduite, mais ce qui va vraiment changer sur c'est-tu un patient chirurgical, c'est-tu quelqu'un qui va avoir une injection, une infiltration dans le dos, ça va être plus les déficits neurologiques. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on veut se concentrer. Pour ce qui est de la lombalgie, donc les problèmes de dos, j'aime ça un petit peu cette approche-là. C'est quelque chose que j'utilise moi-même en clinique. Donc ça vient d'un article de Hamilton Hall, qui est un chirurgien orthopédique de la moelle, du dos surtout, qui est venu avec cette espèce de petit pattern. Fait que lui, quand il voit des patients, il a publié ça aussi. Il essaie de savoir un petit peu dans quel pattern est-ce qu'il fait. C'est pas parfait comme la majorité des choses qu'on a en médecine, mais c'est quelque chose qui peut vraiment aider pour essayer de savoir un petit peu où est-ce que le problème peut être. Fait que vous voyez comment est-ce qu'il a déjà expliqué ça, hein? La douleur dans le dos, dans les jambes. Fait qu'encore là, c'est axial versus radiculaire. Quand la douleur est dans le dos, c'est de savoir est-ce qu'elle est pire en flexion, quand il se penche, versus en extension. Ça, encore là, ce n'est pas tout à fait parfait, mais là où est-ce que ça peut être intéressant pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui fait des infiltrations, quelqu'un qui a de la douleur plus en extension, souvent, ça peut être à cause de l'arthrite au niveau des facettes. Ça, c'est des injections qu'on est capable de faire avec un ultrason. Donc, pas obligé d'envoyer ces patients-là en radiologie, par exemple, et d'attendre 6 mois ou 1 an même. Ça peut être un petit peu plus rapide de les faire avec un ultrason. La douleur discogénique, ça, c'est un petit peu plus difficile. Souvent, ça va se présenter avec plus une espèce de ceinture qui peut aller plus en avant. Puis ça, les infiltrations, les injections sont un petit peu plus difficiles. Fait que ça, c'est vraiment plus un travail de corps avec les physiothérapeutes. Puis pour les jambes, ça, on va en parler aussi un petit peu au travers de la présentation, mais pour moi, il y a une différence entre une radiculopathie puis entre la sténose spinale puis une claudication neurogène. Une radiculopathie, on pense beaucoup, tu sais, qu'un hernie discale, mais quelqu'un qui a beaucoup d'arthrite, puis il y a vraiment comme un nerf qui est coincé comme tout le temps. Donc, la douleur va avoir tendance à être plus constante. Tandis que la claudication neurogène, c'est comme on a appris, là, le shopping cart sign, ça tend à être pire, ça, quand les gens sont soit debout, donc en extension, bien couchés sur leur lit. Ça va être mieux quand ils sont assis ou quand ils sont penchés par en avant. Ça, il y a vraiment une différence dans ma tête. Ça peut changer aussi la prise en charge. Avec les drapeaux rouges, j'avais présenté cet acronyme-là, puis c'est juste quelque chose que j'utilise moi-même en clinique des fois quand j'essaie de m'en rappeler, mais c'est l'acronyme back pain. Donc, c'est en anglais, mais ça me permet juste de savoir, y a-t-il des choses à l'histoire ou à l'examen de physique qui me disent que ça, c'est quelqu'un qu'on a peut-être besoin d'un petit peu plus d'imagerie ou d'essayer de pousser un petit peu plus pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais comme je disais, en général, je trouve que les médecins de famille, vous êtes excellents pour ça parce que vous voyez vos patients plus souvent, vous les connaissez bien. Puis par le temps qu'ils viennent nous voir, nous, en physiatrie ou en médecine sportive, souvent, c'est parce qu'il y a peut-être certains de ces drapeaux rouges-là qui ont été déjà regardés puis déjà investigués.
Donc, ça, c'est juste quelque chose pour s'en rappeler. Donc, bowel, bladder, accident, trauma, constitutional symptoms, donc des symptômes B, chronic conditions, des conditions chroniques. Ça peut être même des troubles vasculaires, des cancers. Donc, des troubles vasculaires, parce qu'on va parler aussi un petit peu du diagnostic différentiel. Des fois, les problèmes de dos, les problèmes de cou, ce n'est pas ce qu'on pense. Ce n'est pas toujours du musculo-squelettique. Le P, c'est pour paresthesias, power loss, donc des déficits neurologiques. L'âge au-dessus de 50 ans, donc ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui a un nouveau mal de dos pour la première fois, puis qui a plus que 50 ans. C'est là que c'est un petit peu louche, puis il faut y penser un petit peu plus. IV drug use, puis immunosuppression, naturellement, puis nighttime pain. Ça, encore là, il faut faire attention, mais la douleur la nuit, ce n'est pas quelque chose que si généralement c'est à cause d'un muscle que ça va faire mal. Mais il y a des petites affaires, des fois, que c'est un petit peu différent. Fait qu'il faut essayer de poser un petit peu plus de questions par rapport à ça. Si c'est à toutes les nuits, puis si c'est vraiment quelque chose qui a tendance à empirer la nuit, donc avec l'immobilité. Donc, ça, c'est des choses qui sont peut-être un peu plus inflammatoires ou cancer. Donc, le diagnostic différentiel, donc on ne va pas regarder tout ça ensemble parce que c'est un petit peu fou, mais je voulais juste montrer ça pour démontrer que, un mal de cou, par exemple, ça, c'est vu pour le mal de cou, ça peut être plus compliqué que ce qu'on pense. Ce n'est pas toutes des whiplash et des entorses cervicales. Il y en a beaucoup d'autres choses que ça peut être. Ça peut se présenter de manière différente. Puis une des choses aussi que, encore là, les médecins de famille, je trouve que vous êtes bons pour ça, mais c'est vraiment plus de penser à qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, plus au niveau pas musculo-squelettique. Donc, quelqu'un qui a mal dans le cou, ça peut être à cause d'une douleur de l'épaule, par exemple. Il y a même des troubles thyroïdiens qui peuvent causer des problèmes. Puis ça, j'en ai déjà vu en médecine sportive. J'ai vu des patients qui avaient de la douleur dans le cou, puis tu te rends compte qu'ils ont une masse ici en avant au niveau de la gorge. Donc, c'est peut-être pas pour ça qu'ils ont mal dans le cou. C'est peut-être pas musculo-squelettique. C'est la même chose pour le dos. Fait que le dos aussi, il y a beaucoup de diagnostics différentiels de choses que ça peut être. Puis même pour le dos, je dis que c'est encore plus important de penser aux autres symptômes. L'endométriose, par exemple. Ça, c'est le genre d'affaires que ça nous arrive de voir. Calculs rénaux, calculs biliaires. Mais encore là, comme je disais, les médecins de famille, je trouve que vous êtes meilleurs souvent que les spécialistes, comme les physiatres, où est-ce qu'on a tendance à essayer de tout fitter dans le musculo-squelettique ou le neurologique, puis on peut oublier un petit peu ces choses-là des fois. Donc, je vais juste passer un petit peu de temps pour discuter de la douleur référée. Parce que ça, c'est super important à comprendre. La douleur qui peut aller un petit peu dans les extrémités, ce n'est pas nécessairement de la douleur qui est neurologique. Donc, les tissus mous ou les os peuvent référer aussi dans les extrémités. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer, par exemple, une douleur facétaire, donc au niveau de l'arthrite, au niveau de la chaîne postérieure. Vous voyez comment est-ce que ça peut vraiment se mapper un peu partout au niveau de l'épaule, puis dans le cou. Ça peut descendre quand même assez bas. L'inverse est aussi vrai. Puis ça, je me suis déjà fait pogner quand j'ai fait de l'EMG au début. Il y a des radiculopathies, dépendant c'est lesquelles, qui peuvent se présenter avec plus de la douleur axiale que de la douleur au niveau des extrémités. Surtout pour les racines C6 et C7, par exemple, au niveau du cou. Fait que vous pouvez voir ici comment ça, le petit mapping, il y a quand même une grosse composante de la douleur qui peut se retrouver autour de l'omoplate. Ça ne va pas nécessairement tout le temps dans les bras. Fait que ça, c'est juste quelque chose, encore une fois, à penser que la douleur, ça peut vraiment se présenter de toutes sortes de différentes manières. Mais ce qui va vraiment nous aider à déterminer c'est quoi le problème, c'est vraiment plus avec notre histoire clinique et notre examen neurologique, de savoir s'il y a vraiment un problème qui est là. Parce que c'est ça qui va changer notre traitement. Fait que ça, je voulais aussi passer un petit peu de temps pour s'assurer que tout le monde comprend sur les radiculopathies. Donc, comme j'expliquais tantôt, il y a une différence entre une radiculopathie et entre une sténose spinale. Donc, quelque chose qui est plus comme une claudication neurogène. Fait que pour une radiculopathie, ça, c'est vraiment comme un nerf qui est coincé, là, puis qui se fait vraiment tout le temps frapper, puis qui cause de la douleur et des déficits neurologiques. Fait que chez les jeunes personnes, ça a tendance à être plus des hernies discales. J'ai levé quelque chose de super lourd, j'ai eu un hernie discale, c'est pour ça que j'ai des problèmes neuro. Mais chez les adultes plus âgés, ce n'est pas nécessairement avec un gros trauma ou bien d'avoir levé quelque chose de pesant que ça va arriver. Souvent, ça peut juste être d'avoir tourné leur cou un petit peu. Ça peut être juste assez pour qu'il y ait un petit peu un ostéophyte, par exemple, un arthrite facétaire qui va juste changer de place un petit peu, il va juste pincer le nerf, puis ça peut causer des symptômes radiculaires aussi. Là où est-ce que je voulais passer un petit peu plus de temps, c'est que c'est important de savoir que la majorité, 90% de notre amplitude de mouvement au niveau du dos, ça se fait à L4, L5 puis à L5, L1. C'est ça les vertèbres qui bougent le plus. Fait que c'est pas trop surprenant si je vous dis que la grande majorité des hernies discales, ça va se passer à ce niveau-là aussi.
Là où est-ce que c'est quand même assez important de savoir, c'est que le site où est-ce que les ligaments sont les plus faibles, c'est juste à côté du ligament longitudinal postérieur. Fait que vous ne le voyez pas super bien ici parce que la queue de cheval est devant, mais c'est juste à côté ici. Donc, les hernies postéro-latérales vont être les plus communes. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que la racine nerveuse qui va être affectée, ça va dépendre de où est-ce qu'est l'hernie discale. Ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été clair quand j'étais un étudiant en médecine. Ça n'avait pas été bien expliqué. Fait qu'on sait nos racines nerveuses, où est-ce qu'ils sortent au niveau de la moelle épinière. Fait qu'au niveau du dos, en L4, L5, c'est la racine L4. En L5, S1, c'est la racine L5. Donc, si j'ai un hernie qui est foraminale ou latérale, donc qui est vraiment là où est-ce que la racine sort, je vais frapper la racine nerveuse qui sort à ce niveau-là. Mais si j'ai un hernie qui est postéro-latéral, puis encore là, je vous dis, c'est la plus commune, là, je vais frapper la racine nerveuse qui descend en dessous. Fait que vous le voyez quand même bien. Ici, ça, c'est L4, L5. La racine L4 qui sort. Puis vous voyez comment est-ce que L5 est en dessous ici, puis descend de l'autre côté. Donc, si j'ai un hernie postéro-latéral dans le lateral recess, ça va être la racine en bas qui va descendre. Puis si j'ai quelque chose qui est central, un hernie qui est assez sévère, là, je peux frapper l'entièreté de ma queue de cheval. Fait que ça peut se présenter avec toutes sortes d'affaires. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir? Parce que quand je vois quelqu'un en clinique, je n'essaie pas de deviner c'est à quel niveau, au niveau de la moelle, que l'hernie allait. J'essaie de savoir c'est quoi la racine qui est affectée. Puis là, après, j'essaie de corréler ça avec l'imagerie. Parce que si vous avez, par exemple, un hernie discale L5, ça peut être un hernie postéro-latéral au niveau L4, L5, et ça peut être un hernie aussi qui est foraminal ou latéral au niveau L5, S1. Fait qu'il faut toujours essayer de penser à ça, surtout quand on demande des IRM. Puis juste un petit mot sur les mouvements aggravants. Fait que je me souviens quand j'ai fait mon LMCC, j'étais allé sur le site Internet, puis il y avait une station pratique où est-ce que c'était quelqu'un qui avait un hernie discale. Puis le gars, il est dans l'examen, là, puis il se tient comme ça, là, juste en extension tout le temps, puis tu vois, il ne veut vraiment pas se pencher par en arrière. Ça, il faut faire attention parce que ce n'est pas nécessairement tout le temps vrai. Les mouvements qui vont être aggravants, ça va dépendre de où est-ce que l'hernie discale allait. Puis pour avoir vu assez de patients en clinique, je peux vous dire qu'il y a des patients qui, oui, ils veulent être en extension, puis il y en a d'autres qui veulent juste rester en flexion. Ils veulent être assis tout le temps, puis ils ne veulent pas se lever. Parce que quand on va en extension, on réduit le diamètre du canal spinal, puis aussi des foramines intervertébraux. Fait que c'est juste de penser à ça un petit peu, que vous allez avoir des gens qui vont dire qu'ils ont vraiment mal quand ils sont en extension. Il y en a d'autres qui vont avoir vraiment mal en flexion. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a une hernie discale, puis l'autre n'en a pas. Là, où est-ce que ça m'a amené aussi avec le diamètre des foramines intervertébraux? Ça, je pense, c'est quelque chose qui a vraiment été mal enseigné dans mon programme, même en physiatrie. Quand on pense à la claudication neurogène, donc le fameux shopping cart sign, je pense que tout le monde a tendance à penser plus au diamètre du canal central. Fait que, quand on regarde un IRM, là, tu regardes ça ici. Là, tu fais juste voir, OK, est-ce qu'il y a assez de place pour le liquide céphalorachidien? Mais en fait, c'est pas vrai, ça. Quelqu'un peut avoir de la claudication neurogène quand il y a une sténose qui n'est pas centrale, mais qui est foraminale. Donc, je l'ai mis ici. Fait que vous voyez, donc, ça peut être une sténose ici, mais une sténose qui est foraminale peut aussi causer de la claudication neurogène. Parce que quand on va en extension, il y a un rétrécissement du canal spinal et aussi des foramines intervertébraux de 20 à 35 %. Pourquoi c'est important? Encore là, vous allez demander des IRM pour des gens qui ont mal dans le dos, puis dans le cou aussi. Puis vous allez peut-être regarder ça, puis peut-être que les foraminal stenosis, vous n'allez pas les regarder autant, mais ça peut vous donner quand même une bonne information parce que quelqu'un peut avoir une sténose spinale quand même avec la claudication neurogène. Ça, je ne veux pas en passer trop longtemps. C'est encore là plus une présentation des fois pour mes collègues physiologues. Encore là, vous êtes super bons, les médecins de famille, vasculaire versus neurogène. Vous y pensez un petit peu plus parce que vous avez beaucoup de patients qui ont la maladie vasculaire périphérique. Une des choses que je voulais mentionner, c'est pour moi aussi, mais l'EMG peut être normal chez les gens qui ont la sténose spinale. Fait que ça se peut que leur examen physique soit normal, qu'il n'y ait pas de déficit neurologique, puis que l'EMG soit normal aussi parce que c'est juste une compression qui s'effectue de manière intermittente. Donc, pas assez pour causer des symptômes. Mais ça peut quand même être ça le diagnostic. Ça veut juste dire que peut-être que c'est des patients qui ne sont pas chirurgicaux à ce moment-là. Ça fait partie d'un des objectifs. Les tests d'imagerie. Donc, est-ce qu'on devrait demander un rayon X? Donc, c'est sûr que moi, comme spécialiste, je suis tout le temps content quand j'ai un petit peu plus d'imagerie qui viennent des médecins de famille parce qu'on a un petit peu plus d'informations. Mais si je suis honnête avec vous, vous voyez, comme j'ai mis un petit peu les raisons pour demander une radiographie, puis ça, c'est pour le cou et le dos.
Donc, fracture, une spondylolistèse, tumeur, puis si jamais il y a peut-être une spondylite ankylosante, donc ça, c'est un bamboo spine là, avec la spondylite ankylosante ou de l'arthrite rhumatoïde. Mais une chose que je n'ai pas mis, c'est l'arthrite. Hein? Puis la raison, c'est parce que si vous prenez des rayons X de tout le monde, même du mien, là, vous pourriez prendre mon cou, mon dos, il va en avoir des changements arthritiques. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui cause la douleur. Puis, on voit des patients qui ont des changements arthritiques qui sont avancés, qui n'ont pas vraiment de douleur. Puis, on voit des patients qui ont des changements arthritiques qui sont vraiment mild. Ils n'en ont pas beaucoup. Puis, ils ont beaucoup de douleur aussi. Fait que c'est pas nécessairement, je trouve que la corrélation n'est pas super bonne. Fait que je ne demanderais pas une radiographie juste pour regarder pour de l'arthrite. Mais si vous avez quelqu'un, par exemple, qui était dans un accident de voiture, qui a mal dans le cou, tout à fait. C'est tout à fait normal de le faire. Problème de dos encore, surtout si c'est positionnel, une spondylolistèse, il faut y penser. Une histoire de cancer, quelque chose comme ça, absolument. Mais si ce que vous voulez vraiment savoir, c'est y a-t-il de l'arthrite, c'est rare que ça va vraiment changer un petit peu qu'est-ce qu'on en pense, juste avec un rayon X. Fait que juste c'est important de savoir ça. Est-ce qu'on devrait demander un IRM? Fait qu'il y a beaucoup de lignes directrices qui sont publiées là-dessus. Il y en a qui sont super agressives, surtout quand ils viennent des États-Unis. Eux autres, ils font un IRM pour tout le monde. Mais fait que je ne les ai pas toutes présentées parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais en général, ce qui est important de savoir, c'est quand est-ce qu'on a besoin d'un IRM? C'est quand il y a quelque chose qui cloche. Fait que quand il y a des symptômes neurologiques, avec un déficit neurologique que vous voyez, ou bien des troubles à la marche, comme on a dit, une difficulté de motricité fine, ça, c'est quelqu'un qui aurait probablement besoin d'un IRM. Symptômes constitutionnels, une histoire de cancer, des signes d'infection, ça, c'est important. Douleur persistante de plus que 6 semaines modérée à sévère, ça, c'est dans quelques guidelines. Tu sais, je vous dirais, ça dépend. Ça dépend. Je ne dirais pas que tout le monde, que ça fait 6 semaines que ça ne s'est pas amélioré, devrait avoir un IRM. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes musculaires, que ça peut s'étendre pour 1 an, 2 ans. C'est pas rare que ça arrive, ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ont besoin nécessairement d'un IRM pour voir s'il y a quelque chose de neurologique. Des fois, un bon examen physique, c'est tout ce qu'on a besoin. Mais je comprends aussi le fait que, tu sais, quand c'est de la douleur qui ne s'améliore pas comme on voudrait, juste de savoir, tu sais, y a-t-il d'autres choses? C'est pas toujours une mauvaise chose. Fait que je l'ai laissé là, mais tu sais, juste à penser que c'est pas parce que les gens ont de la douleur des fois qui s'allonge que c'est toujours neurologique qu'un IRM va vraiment changer notre prise en charge. Pour le dos, c'est un peu pareil. Hein? C'est pas vraiment différent que ce soit le cou ou le dos. Fait que c'est encore quand il y a quelque chose qui cloche. Donc, un déficit neurologique, une douleur ou faiblesse qui progresse. Si une suspicion clinique d'un cancer ou bien d'une infection, là, c'est vraiment là qu'on va avoir un IRM. Cette année, j'ai rajouté cette slide-là par rapport à un CT scan. Je me souviens qu'il y avait un participant l'année dernière qui dit « Moi, je demande un CT scan pour tout le monde avec des problèmes de dos. » Quand je pense qu'il y a quelque chose de neurologique, c'est juste important de savoir que vraiment le standard of care, c'est un IRM. Parce que si vous voulez vraiment voir la moelle épinière puis voir les racines nerveuses, c'est beaucoup plus facile puis c'est beaucoup mieux d'avoir un T2 que d'avoir une image de CT scan. Fait que, je vous demande d'essayer de savoir la queue de cheval est où là-dedans. Ça va être compliqué. Là, le radiologue, il faut qu'il change un petit peu son imagerie pour essayer de voir un petit peu mieux les choses, tandis que l'IRM, on le voit beaucoup plus facilement. Fait que c'est arrivé, ça, qu'il y a des patients que leur CT scan est normal, tu arrives avec l'IRM, c'est pas normal. Ça ne veut pas dire que le CT scan, il n'y a pas de place. Fait qu'il y a des gens qui ne sont pas capables d'avoir un IRM. Par exemple, qui ont un pacemaker, tu sais. Fait qu'un CT scan, ça veut nous donner plus d'informations. Il y a des limitations quand même. Fait que s'il y a des changements au niveau de la moelle, fait que ça soit une transverse myelitis ou une myélopathie, par exemple, on ne le verra pas, ça. À moins que vous ayez un CT myélogramme. Si vous êtes capable d'avoir un CT myélogramme à Ottawa de la communauté, laissez-moi savoir. Je pense que ça va être pas mal compliqué à avoir. Où est-ce qu'un CT scan est super bon, par exemple, puis même est supérieur à un IRM, c'est pour des fractures. Fait que si vous avez quelqu'un qui a une fracture qui ne s'est pas améliorée, par exemple, ou vous avez quelqu'un que vous pensez qu'il y a peut-être une fracture, mais que le rayon X est normal, là, un CT scan, ça peut vraiment être utile. Mais en général, si le patient peut avoir un IRM, c'est mieux d'avoir un IRM. Puis là que je commence à travailler un petit peu plus en communauté, je vais être honnête avec vous, un CT scan, ce n'est pas toujours plus facile ou plus simple à avoir qu'un IRM. Hein? Des fois, ça prend encore plus de temps d'avoir un CT scan qu'un IRM. C'est une imagerie qui est peut-être un petit peu moins bonne pour ce qu'on veut. Fait que juste quelque chose à prendre en note, ce n'est pas mauvais un CT scan, mais si le patient peut, l'IRM est meilleur. Fait que pour le rôle de l'EMG et des tests de conduction nerveuse, je suis un peu biaisé parce que j'en fais. Hein?
Mais c'est certain que c'est super utile. J'ai beaucoup naturellement de consultes qui viennent, puis c'est justement pour ça. C'est un problème de cou avec un symptôme radiculaire. Est-ce qu'il y a une atteinte nerveuse? Ça, je pourrais faire une clinique juste de ça, tu sais. Fait que c'est important de comprendre qu'est-ce que l'EMG peut nous donner comme information, puis là où est-ce que c'est un peu moins utile. Fait que l'EMG est super bon pour localiser une atteinte nerveuse selon l'examen clinique. L'EMG et les tests de condition nerveuse sont une extension de notre examen clinique. C'est important à savoir parce que si je vous donnais un papier avec des tests de condition nerveuse, puis je donnais ça à un électromyographeur, vous ne seriez pas capable de différencier entre quelqu'un qui a de l'arthrite au niveau de l'articulation CMC qui cause un petit peu d'atrophie de son éminence ténor versus quelqu'un qui a une myopathie ou qui a la ALS, la maladie de Lou Gehrig. Ça peut se présenter tout pareil sur le papier. Mais naturellement, l'histoire va être différente. Fait que c'est juste important de savoir ce que, tu sais, quand je dis, je pense que ce patient-là a une radiculopathie, c'est pas juste sur la base des tests d'EMG, c'est vraiment sur la base de mon examen clinique aussi. L'EMG est super utile pour clarifier le pronostic aussi. Fait que des fois, il y a des gens qu'on sait qui ont une atteinte nerveuse quelconque, mais on veut savoir, est-ce que ça s'améliore? Est-ce qu'on pense qu'ils vont rester avec un petit peu de faiblesse? Fait que l'EMG et les tests de condition nerveuse peuvent aider à répondre à cette question-là. Puis, moi, j'en vois moins parce que là, je fais ça à Montfort, donc il n'y a pas de chirurgien à Montfort, mais quand on est à TOH, ça aide aussi avec la prise de décision chirurgicale. Fait que les chirurgiens vont envoyer leurs patients en EMG pour savoir, écoute, il y a un petit peu de toutes sortes d'affaires ici. J'aimerais ça savoir c'est quelle racine nerveuse qui est la plus affectée. Où est-ce qu'on devrait aller faire le plus de debridement? Puis parfois aussi, c'est même après la chirurgie, les patients ont encore des problèmes, c'est de savoir, OK, est-ce qu'on a vraiment aidé ou y a-t-il quelque chose d'autre qui se passe? Donc, ça peut aider avec ça, le EMG. Là où est-ce que c'est pas utile, un EMG, c'est pour diagnostiquer la douleur. Fait que les gens qui ont des problèmes de douleur qui s'étendent un petit peu partout, l'EMG n'est pas bon pour faire ça. Parce que les nerfs peuvent conduire normalement, puis les gens peuvent avoir de la douleur. Puis l'inverse est vrai aussi. Les nerfs peuvent ne pas conduire normalement, puis les gens n'ont aucune douleur. Donc, vraiment, pour diagnostiquer la douleur, ce n'est pas l'EMG qui va faire ça, c'est l'impression clinique, encore une fois. Puis là aussi, où est-ce que c'est important, c'est les maladies neurologiques du système nerveux central. Si vous avez quelqu'un que vous pensez qu'il a Parkinson's ou qu'il a la sclérose en plaques, l'EMG ne va pas nous donner aucune information utile. Ça va vraiment plus être la personne qui fait l'EMG, l'électromyographer, qui va dire « Je pense que oui, c'est Parkinson, mais l'EMG n'a absolument rien à voir là-dedans. C'est encore là toute l'impression clinique. » Fait que pour le traitement de la cervicalgie et de la lombalgie, comme vous savez, c'est assez complexe. Hein? Il y a des patients qui ne s'améliorent pas. Puis on pourra en parler ça ensemble pendant. Je pourrais faire une présentation d'1 heure juste là-dessus. Fait que là où est-ce que je pense que c'est important de se concentrer, c'est surtout chez les patients qui ne s'améliorent pas. La manière que j'essaie de l'expliquer avec eux, c'est le but, c'est d'avoir une boîte à outils de toutes sortes d'affaires que tu peux piger dedans, puis tu peux prendre, c'est ça qui va t'aider. Mais la base, ça reste que ça devrait être un programme d'autogestion. Fait qu'il faut essayer que les gens qui ont de la douleur dans le cou et de la douleur dans le dos, ils se prennent en charge eux-mêmes. Fait que moi, je ne suis pas un fan des thérapies qui sont passives. Fait que des médicaments, on va en parler un petit peu plus, comme le cyclobenzaprine, est-ce que c'est supposé relâcher tes muscles? Relâche tes muscles d'une autre manière, en stretchant, en faisant un massage avec de la chaleur, prendre une douche un petit peu plus longue, par exemple. Donc, il y a Ontario Protocol for Traffic Injury Management, des Optima Guidelines. Ça, en fait, c'est des bonnes lignes directrices pour les médecins de famille à savoir. Eux, c'est pour des traitements de whiplash. Donc, c'est ça les 5 traitements qu'ils ont trouvé qui étaient le plus utiles selon l'évidence. Ça, c'était en 2017. Donc, l'éducation au patient, le programme d'étirement, mais encore une fois, à la maison. C'est le patient qui le fait lui-même. Les thérapies manuelles, ça l'aide beaucoup pour le cou. Donc, un bon massothérapeute, un ostéopathe même peut aider, un chiropraticien aussi. Puis l'exercice régulier. L'exercice, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de super complexe, juste du yoga, donc juste de bouger. Si on a mal au muscle et on ne le bouge pas, le muscle va devenir encore plus stiff. Puis quand on va vouloir le rebouger, ça va faire encore plus mal. Puis là, on est dans une espèce de cercle vicieux qui ne s'améliore pas. Donc, c'est important de bouger. Puis l'acupuncture aussi, ou même le dry needling aussi. Ça, je veux juste en parler parce que ça, c'est une revue Cochrane en 2016. Souvent, les gens qui ont un problème de cou, une des raisons pourquoi est-ce que ça ne s'améliore pas, c'est que ça va causer d'autres problèmes. Puis un des gros problèmes que moi, je vois en clinique, c'est la dyskinésie scapulo-thoracique. C'est un problème avec l'épaule.
Parce que quand les muscles autour du cou et autour de l'épaule ne fonctionnent pas très bien, ça change la biomécanique de notre épaule. Ça fait que quand on bouge notre bras, là, tout bouge tout croche. Fait que ça, c'est important de se concentrer avec un bon thérapeute sur essayer de travailler là-dessus. Fait que souvent, quand c'est des patients qui ne s'améliorent pas avec le cou, c'est une des premières choses que je regarde, c'est l'amplitude de mouvement scapulo-thoracique par rapport au gléno-huméral. C'est là que tu vois qu'il y a vraiment un problème. Dès qu'ils bougent le bras, leurs muscles sont tout croches. Il y en a qui bougent, il y en a qui ne bougent pas. Ça fait que ça cause la douleur. D'autres traitements importants, puis encore là, je veux juste dire, les médecins de famille, souvent, vos traitements sont excellents. Ce que vous avez fait avec les patients, c'est la bonne chose. Il y a une raison pourquoi est-ce que les gens ne s'améliorent pas, puis souvent, c'est parce qu'ils ne prennent pas en charge leurs problèmes eux-mêmes. Ça, c'est difficile. Il faut vraiment leur mettre en tête, puis des fois, ça prend un spécialiste pour les convaincre. Fait que des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça peut aider. Moi, j'utilise plus as needed, donc PRN. Du Loxétine, je suis un gros fan, surtout parce qu'il y a de la sensibilisation centrale qui s'effectue éventuellement. Donc, ça essaye juste d'aider avec ça un peu. Souvent, les gens ne s'améliorent pas parce qu'il y a un problème aussi d'humeur, d'anxiété, PTSD, peu importe. Fait que ça peut aider avec ça. Ça peut aider aussi avec la douleur neuropathique. Fait que ça aide avec pas mal d'affaires, là, du Loxétine, le Cymbalta, et j'aime beaucoup. La traction cervicale, ça peut aider, mais des fois, il y a des contre-indications. Fait que ça aide plus en aigu. Les infiltrations, on va en parler. Puis les exercices de méditation pleine conscience, encore, c'est quand les problèmes sont plus chroniques. Fait que pour éviter pour les problèmes de cou, fait qu'un collet cervical, comme j'ai dit, immobiliser tes muscles quand ils font mal, pour une petite période de temps, ça peut aider. Là, tu ne veux pas partir puis aller courir un marathon la journée après que tu te sois blessé, mais tu ne veux pas les immobiliser trop longtemps parce que tu vas juste créer un problème plus long, à plus long terme. Seulement les thérapies passives. Comme j'ai dit, moi, j'ai ça. Fait que quand ils vont voir un physiothérapeute puis qu'ils disent je me suis fait strapper un ultrason, puis il est parti pendant 15 minutes, il revenait après, il me dit oui, ça a-tu aidé, puis il dit reviens la semaine prochaine. Ça, c'est terrible. Ce n'est pas de même que les patients vont s'améliorer. Il faut absolument qu'ils fassent leurs exercices eux-mêmes, qu'ils travaillent sur pourquoi est-ce qu'il y a un problème avec leurs muscles. Les relaxants musculaires, donc ça arrive des fois, j'en vois qui s'étendent un petit peu. Quand c'est plus que la période aiguë, encore là, je ne suis pas un gros fan. Il y a beaucoup de patients qui me disent mais ça m'aide à dormir. Je dis oui, c'est sûr, c'est quelque chose qui va te rendre complètement zonk. C'est comme si je prenais du Gravol pour m'aider à dormir. Ce n'est pas quelque chose que tu voudrais faire à long terme, tu sais. Botox puis baclofen, il n'y a aucune indication pour ça. Fait qu'encore là, un des gros problèmes avec les gens qui ont de la douleur chronique au niveau du cou, c'est parce que leurs muscles sont faibles. Fait que le Botox, il va les rendre encore plus faibles. Ça dépend si c'est un cervicogenic headache, c'est différent. Le Botox peut aider pour ça. Mais là, je parle vraiment plus de cervicalgie, donc le problème plus musculaire au niveau du cou, qui ne va pas nécessairement jusqu'au niveau de la tête. Le Botox, il n'y a pas d'évidence pour ça. Le baclofen, ça ne fonctionne pas pour ça. C'est quelque chose qui diminue les signaux qui sont stimulants au niveau de la moelle épinière. Ce n'est pas quelque chose qui est utile à utiliser pour un problème musculaire principal. Puis les opioïdes, idéalement à courte durée. Donc, pour la douleur qui est sévère, mais généralement à éviter si on peut. La lombalgie, c'est les mêmes principes, la cervicalgie. Tout ce que j'ai dit avant, ça s'applique aussi pour les problèmes de dos. C'est vraiment ce programme d'autogestion-là. J'en ai parlé un petit peu plus, ça, c'est une bonne perle clinique à avoir. Fait que moi, quand je vois quelqu'un que ça fait 2 ans qui me dit qu'il a mal au cou, qu'il a mal dans le dos, j'essaie de savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'ils ont un bon traitement, mais pas assez? Souvent, c'est ça la réponse. Encore une fois, les médecins de famille, vous avez tout fait la bonne affaire. C'est juste que, par exemple, ils n'ont pas pris les médicaments comme il faut. Ou ils ont fait de la physiothérapie, mais ils ne font pas leurs exercices après à la maison. Fait que là, c'est là que tu essaies de les coacher un peu et de dire non, tu sais, c'est important de le faire toi-même. L'aspect psychologique, ça, c'est tellement important. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Mais s'il y a quelqu'un qui a de la litige, par exemple, qui a du PTSD, de l'anxiété, quelque chose qui overlay un petit peu par rapport à tout ça, qui ne veut pas retourner au travail, qui a essayé sa job avant, qui s'est blessé dans le dos, c'est impossible que leur douleur va s'améliorer tant qu'on ne focus pas sur l'aspect psychologique. Fait que des fois, je trouve que je suis plus un psychiatre que je suis un physiatre parce que je pose un petit peu plus de questions là-dessus, puis j'essaie de travailler avec eux sur des programmes, par exemple des programmes de méditation, bien d'aller voir un psychologue parce que ça va vraiment les aider. Un autre diagnostic, ça arrive, des fois que le diagnostic est manqué. Fait que moi, j'ai déjà vu du polymyalgia rheumatica pour quelqu'un qui avait mal dans le cou depuis 2-3 mois en EMG. Mais généralement, je trouve que c'est pas toujours vrai. Là. Souvent, le diagnostic, vous avez fait des bonnes investigations, puis le diagnostic est bon, c'est juste que les gens ne s'améliorent pas. Autres traitements qui sont hors des sentiers battus. Donc, ça, par exemple, moi, j'aime ça poser des questions sur
Parlez-moi un peu de votre sommeil. Est-ce que vous utilisez, quelle sorte d'oreiller vous utilisez, le genre de matelas que vous prenez, votre alimentation, des choses comme ça, parce que souvent, comme ça a aussi rapport un petit peu avec la santé en général. Puis des fois, se concentrer là-dessus, ça va faire une différence aussi au niveau de la douleur. Puis éventuellement, c'est vraiment, on se concentre sur l'importance du niveau fonctionnel. Fait que plus ça va, plus c'est difficile de ne pas avoir de douleur. Mais ce que je veux, c'est que vous soyez capable de faire les activités qui sont importantes pour vous, incluant le travail. Donc, les thérapies interventionnelles, je ne veux pas en parler trop parce qu'encore là, je pourrais en parler pendant des heures. Mais une chose qui est intéressante pour vous, c'est à savoir ces infiltrations facétaires. Donc, au niveau des articulations des facettes, on est capable de faire des injections périarticulaires avec un ultrason. Ça peut fonctionner très bien, ça, pour les gens qui ont des problèmes de dos. Comme je disais, ce n'est pas toujours de la douleur facétaire, mais des fois, ça vaut la peine de l'essayer pareil pour essayer de breaker le pain cycle. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut être fait en clinique de médecine sportive vers un physiatre, par exemple. Les blocs des branches médianes, c'est un petit peu plus fancy, mais c'est le même principe. Donc, on se retrouve à dénerver les facettes articulaires. Ça peut être fait sans fluoroscopie ou par ultrason. Puis on peut même faire après ça une thermolésion, donc un RFA, Radio Frequency Ablation. Mais ça, encore là, c'est un petit peu plus complexe. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Les infiltrations épidurales, donc ça, je sais que les médecins de famille, souvent, vous en envoyez en radiologie. Super bon. C'est juste important de savoir que ça, c'est super pour des douleurs radiculaires. Fait que c'est pour des gens qui ont vraiment comme une douleur qui s'en va dans les extrémités. Quelqu'un qui a mal un petit peu plus axial, souvent les infiltrations épidurales ne feront rien. Puis, tant qu'à moi, ce n'est pas la meilleure chose à utiliser parce qu'il y a des risques aussi avec ces infiltrations-là. Il faut vraiment être sûr que ça vaut la peine. Procédure intradiscale, donc ça, c'est fait pas vraiment à Ottawa. Ils font des fois à Pain Clinic, mais au Québec, c'est un petit peu plus fréquent. C'est des interventions assez flyées. Il y a beaucoup d'effets secondaires qui sont possibles et de risques. Donc, on ne le fait pas vraiment ici. Puis, neurostimulateur médulaire, c'est un spinal cord stimulator. C'est vraiment end of the line. Fait que ça, c'est quand ils sont rendus à Pain Clinic, puis il n'y a plus rien d'autre à faire vraiment. Quand est-ce qu'un patient a besoin d'une chirurgie? Donc, encore là, je disais au début, pourquoi est-ce qu'on fait un examen neurologique et on se concentre là-dessus? Parce que c'est ça qui va changer notre plan de traitement. C'est ça que je veux dire. Fait que les chirurgiens, moi, j'ai travaillé avec eux autres. J'ai fait 1 mois de neurochirurgien. J'ai développé pas mal de cheveux blancs après ça. J'ai fait 3 mois en chirurgie orthopédique, dont une partie en spine. Fait que les chirurgiens vont opérer sur une fracture instable. Ça, c'est clair, c'est assez simple. S'il y a des signes neurologiques, surtout si c'est quelque chose qui est rapide ou qui est sévère. Puis les signes neurologiques, je veux juste le mentionner, beaucoup plus facile d'avoir une chirurgie quand c'est un déficit qui est moteur versus sensitif. Les nerfs sensitifs ont tendance à moins bien régénérer. Donc, souvent, après une radiculopathie, ce qui va rester au patient, c'est des problèmes sensitifs, tandis que le côté moteur peut s'améliorer beaucoup mieux avec la chirurgie ou avec le temps. Mais ce n'est pas rare qu'il y a toujours des petits problèmes sensitifs qui vont rester. Une douleur radiculaire prédominante. Donc, si c'est une douleur qui est axiale, c'est rare que les chirurgiens vont vouloir opérer pour ça. Si une lésion inquiétante, ça, c'est normal. Hein? Si vous faites un IRM, il y a une grosse masse, on ne va pas la laisser là, même si la douleur n'est pas si pire. Puis l'échec des traitements conservateurs. Puis ça, encore là, il faut faire attention parce qu'il faut que les autres choses soient vraies aussi. Il faut que ça soit une douleur radiculaire avec des symptômes neurologiques. Fait que ça va arriver souvent que les chirurgiens vont vouloir que les patients essayent de la physiothérapie, qu'ils essayent une injection, qu'ils essayent de travailler là-dessus avant parce qu'une chirurgie du dos ou du cou, c'est no joke. C'est des grosses opérations, puis il peut y avoir des risques. C'est pas tout le monde qui s'améliore. Fait qu'ils choisissent assez bien leurs patients, puis ils font quand même une bonne corrélation avec un IRM. Ça, je voulais le mentionner aussi pour les gens qui aiment beaucoup les CT scans. Si vous envoyez votre patient à un chirurgien, puis que le patient peut avoir un IRM, il va avoir un IRM avant d'opérer. Ils ne vont pas se fier juste sur un CT scan pour décider. Fait que ça, les plans cliniques, fait que ça, c'est probablement les 2 slides les plus importantes. Fait que pour la douleur au cou, s'il vous plaît, s'il y a un diagnostic à se souvenir à soir, là, c'est la myélopathie cervicale. Fait que ça, c'est la sténose spinale sévère au niveau du cou. Puis, quand vous demandez un IRM et qu'ils vous disent qu'il y a un changement au niveau de la moelle épinière, c'est trop tard. The horse has left the barn. Ce patient-là peut avoir une chirurgie, mais parce que la moelle a été endommagée avec de la fibrose, il ne va pas s'améliorer. Fait que ça, c'est des patients que tu veux pogner tôt. Puis tu veux le savoir quand ça se développe parce qu'ils vont rester avec des déficits neurologiques sévères.
La présentation classique, donc ce qui est décrit dans la littérature, c'est une démarche qui commence à être ataxique, avec un polygone élargi. Fait qu'ils marchent avec les jambes un petit peu plus droites parce que leur ballon est moins bon. Fait que quelqu'un qui a mal dans le dos, qui vous dit qu'il y a des problèmes à la marche ou qu'il y a des problèmes de motricité fine. J'en ai pogné un en EMG récemment, c'était une dame, soixantaine d'années, puis elle s'est réveillée une journée, puis elle avait des engourdissements dans les deux mains. Ça, c'est pas carpal tunnel. Ça ne marche pas de même, carpal tunnel. Ça n'arrive pas tout d'un coup, puis pas dans les deux mains. Puis ça ne s'est pas amélioré au niveau des derniers mois. Puis quand je l'ai examinée, elle était hyper réflexique partout. Puis elle avait un réflexe de Hoffman comme ça. Fait que ça, le réflexe de Hoffman, c'est un réflexe d'hyper-réflexie. Fait que lui, vous voyez, il le fait juste en fliquant un petit peu le bout de l'index. Moi, j'aime ça le faire avec le majeur. Ce que tu essaies de regarder ici, c'est de voir si le pouce, donc le FPL, fait une flexion. Ça, c'est un signe d'hyperréflexie. Il y a quand même une proportion de la population, 1 à 2 qui vont avoir un test d'Hoffman et qui n'ont pas d'hyperréflexie. C'est juste des patients qui sont faits comme ça. Mais en général, si vous voyez ça avec le reste des choses qu'on a parlé, il faut penser peut-être à une myélopathie cervicale. Fait que les réflexes, là, c'est super important de savoir comment les faire, puis juste de voir, tu te dis, Caroline, il me semble que ça jump. Quelqu'un de 65 ans, là, ne devrait pas manquer de me donner un coup de pied dans la face quand je leur fais un réflexe patellaire. C'est pas normal à avoir. Fait que, tant qu'à moi, pour l'examen neurologique, pour le coup, c'est probablement une des affaires les plus importantes que vous pouvez faire, c'est vos réflexes. Whiplash ou commotion cérébrale. Fait que ça, c'est les patients que vous allez voir. C'est après un accident de voiture, le coup fait ça, puis là, ils ont mal. Ça peut être difficile de savoir, c'est-tu une commotion ou bien c'est whiplash parce que les gens vont dire, je ne suis pas capable de me concentrer, j'ai de la misère à dormir, je suis tout étourdi. Ça peut être quelque chose qui est vraiment plus musculaire. Là où est-ce que je pense que ça peut aider à différencier les choses, c'est que souvent, le whiplash, ça revient tout le temps à la douleur. Fait que c'est des gens qui disent, j'ai mal dans le cou, je ne suis pas capable de me concentrer. Les gens qui ont des commotions, ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir de la douleur pour avoir des problèmes d'attention, pour avoir un ralentissement du traitement de l'information. Les commotions, c'est vraiment plus, c'est cognitif. C'est cognitif qui domine. Fait que c'est l'amnésie et tout ça. Fait que tu peux avoir les deux, mais ça arrive des fois qu'il y a des gens qui se font diagnostiquer avec une commotion qui n'en ont pas. Puis l'inverse aussi est vrai. Il y a des gens qui font dire, c'est tout un whiplash, mais ils ont une commotion, puis c'est pour ça que ça ne s'améliore pas aussi. Ça, on en a parlé également. Donc, la douleur qui va dans les bras, ce n'est pas nécessairement une radiculopathie. Surtout pour le coup, pensez à l'épaule. L'épaule, c'est très fréquent. Donc, juste de faire un petit examen, juste de voir comment ça bouge, s'assurer que tu n'as pas une frozen shoulder, mais que tu n'as pas quelque chose comme un rotator cuff qui peut causer un petit peu plus de douleur au niveau du cou. Pour le dos, on en a parlé, les hernies lombaires discales. Fait que si vous avez à dire c'est quoi les racines nerveuses qui sont le plus souvent affectées, c'est L5 et S1. Les muscles sont innervés par plusieurs racines nerveuses. Ça, c'est juste important de savoir quand vous faites un screen en clinique. Par exemple, le biceps, c'est C5, C6, c'est les deux. Puis souvent, pour la majorité des gens, c'est 50% un puis l'autre. Fait que si quelqu'un est faible en biceps, ça ne veut pas dire que c'est C5. Ça peut être une racine nerveuse C6 aussi qui est affectée. C'est la même chose dans les jambes aussi. Fait qu'un drop foot, la plus commune, c'est un L5. Mais ça peut être un L4 aussi. Ça, c'est juste important de s'en rappeler quand vous voyez quelqu'un, mais ça peut devenir mêlant quand on fait un examen neurologique. Toujours corréler la clinique avec l'imagerie. Fait que ça revient un peu avec ce que je disais avec les rayons X. Si vous prenez un IRM de tout le monde, il y en a beaucoup qui vont avoir des problèmes facétaires ou des degenerative changes, ou même un petit peu de foraminal stenosis. Fait qu'il faut être capable de mettre ça en contexte avec le patient qu'on a en avant de nous autres. Puis il y a des choses, des fois, qui n'ont pas de sens. Fait que oui, quelqu'un peut avoir de la douleur qui va, par exemple, dans la cuisse, puis ça dit qu'il y a peut-être la racine S1, par exemple, qui est en train d'être peut-être impingée un peu. Il n'y a rien au niveau du pied. Son réflexe ankylien, il est bon, il n'y a pas de faiblesse. Ce n'est pas ça qui est le diagnostic. Fait qu'il faut toujours regarder l'IRM en fonction du patient qu'on a en avant de nous. Juste une petite parenthèse, sciatica, c'est quasiment jamais le nerf sciatique. Ça, c'est un terme qu'on utilise, mais les gens que je vois avec un problème sciatique, c'est quasiment tout le temps un L5 ou un S1. Le nerf sciatique, c'est dur de le comprimer au niveau du nerf sciatique. C'est beaucoup plus facile d'avoir une compression ou un problème au niveau de la moelle. Donc, un L5 ou un S1. Puis la même chose que j'ai dit pour le cou et l'épaule, s'il vous plaît, pour le dos, regardez les hanches. Puis le meilleur test que vous avez à faire, les hanches, c'est super facile à examiner, ça ne prend pas de temps.
faites juste aller en flexion, adduction, internal rotation. Le FADIR, là, ou le FAIR qu'on fait, meilleur test. Si c'est positif, pensez à un problème intra-articulaire. J'en pense souvent qui ont de l'arthrite au niveau de la hanche, qui se faisaient diagnostiquer avec des problèmes de dos, mais qu'en fait, c'est un problème qui venait au niveau de la hanche. Même chose aussi avec un problème, une bursite, là, greater trochanter. Ça peut aller dans le bas de la jambe, ça peut causer de la faiblesse au niveau de la jambe. Fait que regardez s'il n'y a pas un Trendelenburg, puis faites juste palper au niveau du greater trochanter. Vous allez empoigner tellement souvent des gens que vous pensez que c'est un symptôme radiculaire, mais que c'est plus un problème musculo-squelettique. Fait que la fibromyalgie, ça va quand même bien avec le temps. Il reste à peu près 5 minutes, comme je voulais. Je ne veux pas en parler trop longtemps parce que ça, vous connaissez ça assez bien. Fait que vous le savez, c'est plus des femmes. Il y a plusieurs symptômes aussi. Ça peut se présenter avec quand il y a troubles d'humeur, dizziness, troubles de sommeil, tout ça. Mais vraiment, quand on pense à la fibromyalgie, c'est un problème de sensibilisation centrale qui a des manifestations périphériques. Puis quand vous commencez à regarder les recherches là-dessus, c'est quand même assez intéressant. Ils ont démontré que les gens avec la fibromyalgie, par exemple, ont plus de substance P, qui est une substance pro-inflammatoire, dans leur liquide céphalorachidien. Ils ont remarqué aussi qu'il y a plus de récepteurs opioïdes en périphérie. Il y a comme cette super sensibilisation-là qui se produit. Puis ça, c'est vraiment cool. Quand ils font des IRM fonctionnels au niveau du cerveau, puis qui donnent, par exemple, un petit choc, là, juste pour regarder au niveau de la douleur, qu'est-ce qui se produit. Quand c'est des healthy control, vous voyez que c'est vraiment plus les centres de la douleur, un petit peu, juste ici, avec les centres de la douleur qui sont affectés. Tandis que vous voyez, les patients avec la fibromyalgie, là, ça va un petit peu partout. Fait que là, il y a des. Ça aussi, quand il y a de la douleur, ça active le système limbique, ça active le système sensitif, le système occipital, visuel. Fait que ça peut se présenter avec toutes sortes d'affaires. Fait que c'est pour ça que les patients qui ont de la fibromyalgie peuvent avoir toutes sortes de différents symptômes. Fait que ça, vous le savez aussi probablement, mais les fameux points douloureux qui ont été présentés au ACR en 1990 ne sont plus utilisés pour établir un diagnostic. Fait que de se souvenir, c'est quoi les 20 places qui étaient supposées peser? Non. Les meilleurs signes à l'examen physique, tu veux juste avoir quelqu'un qui a de la douleur qui est généralisée, puis qui a de l'hyperalgésie aux palpations des tissus mous. Ça, je regarde des fois en clinique, c'est vraiment pas besoin de peser fort. Là. Vous pouvez le faire sur vous-même. Juste de peser un petit peu sur votre biceps, votre triceps, les quads, ça ne devrait pas faire mal. Mais quelqu'un que tu vois qui fait tout le temps, c'est pas normal. Ça, il y a une hypersensibilisation. C'est vraiment quelque chose qui indique qu'il y a peut-être un problème comme la fibromyalgie. Ça, si vous regardez les lignes directrices, ils vont dire les tests de laboratoire, ce n'est pas tout le monde qui en a besoin. Moi, je vais vous dire, quand vous voyez quelqu'un, le problème, c'est quand vous leur posez un diagnostic de fibromyalgie, c'est terminé après ça. Si c'est dans leur dossier médical, puis ça dit fibromyalgie, vous venez pratiquement de leur donner comme un death sentence. J'exagère, mais ça veut dire que toute la douleur qu'ils vont avoir, les autres symptômes, ça va tout être blâmé sur la fibromyalgie. Mais les patients qui ont de la fibromyalgie ont le droit d'avoir des radiculopathies, ils ont le droit d'avoir de l'arthrite, ils ont le droit d'avoir d'autres choses, Fait que c'est là que justement de faire un petit peu plus d'investigation, juste pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres choses qui se produisent dans le diagnostic différentiel. Je vous l'ai mis là. Fait des troubles rhumatologiques, par exemple, des infections chroniques, syndrome d'Ehlers-Danlos, ça c'est quelque chose que j'adore, que je vais voir en clinique aussi, mais de l'hypermobilité, ça peut se présenter comme la fibromyalgie. Puis comme vous le savez, c'est un diagnostic qui est controversé naturellement. Fait que si jamais je vois des gens qui ont la fibromyalgie, parce qu'encore là, c'est recommandé, qui n'ont pas vraiment besoin d'un médecin spécialiste, à moins qu'il y ait des drapeaux rouges ou qui ont des symptômes qui sont hyper sévères, le chronique et débilitant, juste pour avoir une deuxième opinion. Mais c'est vraiment ce concept de boîte à outils-là. Donc, c'est de penser à tout ce qui peut aider, puis que le patient apprenne à lui-même à aller s'auto-gérer, donc à prendre ce dont il a besoin dépendant des jours. Il y a des journées que les gens vont bien aller, il y a des journées que ça va moins bien aller. Fait qu'ils ont besoin d'avoir des objectifs qui soient réalistes par rapport à ce qu'ils veulent faire. Puis c'est vraiment essayer de renforcer l'importance de faire à petits pas. Donc, juste de s'améliorer un petit peu. Donc, une journée, ça va aller mieux, mais continue de faire tes exercices, puis à long terme, ça va s'améliorer. Fait qu'il y a plusieurs stratégies non pharmacologiques que vous connaissez. Puis la pharmacologie, ça devient adjuvant. J'ai mis ça, ce lien-là, si vous le savez, si vous ne la connaissez pas, mais Dr. Andrea Furlan, elle est physiatre à Toronto, puis elle est spécialiste en douleur chronique. Elle a beaucoup de vidéos sur YouTube sur la douleur chronique, dont sur la fibromyalgie. C'est des vidéos qui sont éducatives pour les patients. Donc, je vous invite à regarder son YouTube channel. C'est super intéressant. C'est quelque chose qui aide vraiment les gens à essayer de comprendre. Justement, c'est un problème de sensibilisation centrale qui se manifeste au niveau périphérique. Fait que les messages clés, pour terminer justement vos questions,
on en a parlé, l'examen neuro, le plus important, surtout vos réflexes. Si jamais vous voyez quelqu'un qui ne s'améliore pas, essayez de penser, ça peut être un autre diagnostic, peut-être, mais est-ce que ce patient-là a maximisé les traitements, oui ou non? Donc, la physiothérapie, qu'est-ce qu'il a vraiment fait? Puis là, je sais qu'en physiatrie, on a plus de temps qu'un médecin de famille qui a à peu près 10 à 15 minutes par patient. Je suis conscient de ça aussi. Puis le trouble psychologique, super important. Puis ça, vous le savez, l'importance de la santé mentale. Puis encore là, la fibromyalgie, c'est une sensibilisation centrale avec des manifestations périphériques. Donc, il faut travailler sur cette sensibilisation-là avec les programmes d'autodouleur, les médicaments et ainsi de suite. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est pas mal d'informations, je sais que je viens de vous lancer, mais je voulais avoir le temps quand même de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Derek. C'est super intéressant. Puis, durant la présentation, les questions commençaient à arriver également. Donc, il y en a beaucoup, mais on va faire ce qui est possible de faire jusqu'à 8 heures. Première question, c'est quoi les caractéristiques de la claudication neurogène autres que la douleur intermittente? Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques? Ça, c'est une bonne question. Fait que la claudication neurogène, moi, ce que j'essaie vraiment de savoir à l'histoire, c'est un problème qui est positionnel. Donc, comme je parlais du rétrécissement du canal spinal, donc c'est vraiment quelqu'un qui devrait avoir presque aucun symptôme, une amélioration de ses symptômes quand ils sont en flexion, donc quand ils sont assis, versus leurs symptômes vont être aggravés quand ils sont en extension. Donc, quand ils marchent, par exemple, quand ils sont debout, ou encore quand ils se couchent le soir, quand ils sont là la nuit. Ça peut se présenter avec toutes sortes d'affaires. Il y a des gens qui vont dire que leurs jambes sont faibles. Il y en a qui vont dire qu'ils ont beaucoup de douleur au niveau des jambes. Il y en a qui n'ont pas de douleur. Il y en a qui ça va être des symptômes qui sont sensitifs. Fait que ça, c'est là que c'est un petit peu plus difficile à savoir, mais c'est vraiment plus positionnel. Puis, on apprend ça des fois à l'école de médecine, la différence entre neurogène et vasculaire. Fait que vasculaire, ça devrait être plus sévère quand on monte des côtes parce qu'on est plus en flexion puis on travaille nos muscles. Tandis que la claudication neurogène, ça va être mieux parce qu'on est en flexion encore. Tandis que quelqu'un qui descend des pentes, on va avoir tendance à être plus en extension. Fait que la douleur devrait être plus sévère. Fait que c'est vraiment plus positionnel pour essayer de répondre à cette question-là. Il y avait une question intéressante sur la place de la chiropractie pour la radiculopathie cervicale. Est-ce qu'on a de l'évidence? Fait que l'évidence pour les problèmes cervicaux, c'est vraiment pour des manipulations. Puis ce que je vais dire, c'est que les chiros, tout comme les physios, tout comme les médecins, hein, même chose, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il y a des chiros qui vont vraiment travailler là-dessus, puis il y a d'autres chiros qui vont faire prendre des rayons X aux patients, puis ils n'ont aucune formation pour prendre des rayons X, puis pour être incapable de les interpréter, puis ils vont dire « Ah oui, ta colonne est croche, tu as besoin de 12 traitements avec moi, je vais te voir 3 fois par semaine pendant le prochain mois. » Ça, c'est pas bon. Mais il y a des chiros que j'ai connus, puis il y en a certains aussi que des fois, j'envoie des patients qui, je sais, qui sont meilleurs. C'est quasiment plus un côté biomécanique où ils vont travailler sur ces manipulations-là, puis qui vont aussi essayer plus de faire des exercices. Donc, ça peut aider de la chiro. Ce n'est pas les premiers que j'enverrai mes patients voir. J'aime mieux qu'ils voient un physio en premier, mais des fois, ça va aider. Donc, un bon chiro peut faire une traction cervicale, peut faire des manipulations, mais il faut faire attention. Puis moi, je vais vous le dire, j'haïs ces espèces de vidéos-là là, que tu vois là, qui bougent le cou rapidement. Ces manipulations-là, ça peut causer une dissection vertébrale. Puis j'en ai vu quand j'étais en neuro. Fait que tous mes amis, tous mes membres de la famille, je leur dis un chiro, c'est pas grave, tu peux aller les voir, mais si jamais il veut bouger ton cou pour faire de quoi de rapidement, même, dis non. Tu ne veux pas vraiment causer de problème. Fait que ça peut aider. Ça peut aider. Parfait. Il y avait une question de radiculopathie pour laquelle il y a de la douleur, mais l'examen neurologique, il est normal. Est-ce qu'on fait quand même un IRM pour confirmer le diagnostic ou non? Fait que ça, écoutez, c'est dur de dire une réponse à ça, par exemple, à dire oui, tous les patients chez qui c'est le cas, non, vous devriez faire ça, oui, vous devriez faire ça. Là où est-ce que je dirais que ça peut être quand même utile, ces patients-là, c'est de les envoyer en EMG. Dépendant quand est-ce que c'est arrivé leur douleur, ça peut arriver qu'il y ait certaines personnes qui ont eu une radiculopathie où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de faiblesse, mais c'est vraiment plus un symptôme douloureux, mais que quand on va faire les tests d'EMG, on va voir qu'il y a quand même quelque chose d'anormal. Puis ça peut vraiment aider pour faire le diagnostic aussi, puis s'assurer qu'on n'a pas manqué d'autres choses. Fait que souvent, ça, c'est des patients, ceux que j'aime voir, ça en EMG, juste pour s'assurer, c'est vraiment ça qu'on est en train de dealer avec, ou bien c'est d'autres choses. Puis des fois, l'examen neuro est normal, mais quand on fait vraiment un petit peu plus, là, tu leur demandes de faire, par exemple,
des flexions plantaires répétées à une jambe, tu vois qu'il y a un peu plus de faiblesse. Puis quand tu te mets à regarder un petit peu plus, il y a certaines anormalités qu'on peut voir. Quelqu'un demandait la dose de duloxétine qui fonctionne le mieux pour les patients avec lombalgie, cervicalgie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, encore là, c'est un peu comme les gens qui commencent la prednisone, par exemple, les rhumatologues, puis après ça, qui font un taper down. Il n'y a pas vraiment d'évidence sur quoi faire. Je pense qu'en général, ouais, ça devient utile pour la douleur neuropathique puis la douleur musculo-squelettique à des doses qui sont un peu moins élevées que pour les doses antidépresseurs. Donc, c'est rare que tu aies besoin d'aller à 90 mg ou à 120. Moi, ce que je fais, c'est que je commence à 30. Je leur dis, prends ça pendant 2 semaines. Assure-toi que tu n'as pas de symptômes secondaires, fait que, tu sais, de problèmes GI ou bien problèmes avec leur pression, de l'insomnie, des choses comme ça. Si ça va bien, puis ta douleur n'est pas mieux, augmente-la à 60 puis essaye de voir. Puis si après 60 mg, ça ne fait rien, c'est rare que je vais les augmenter à 90, mais des fois, si jamais tu penses qu'il y a vraiment aussi comme plus l'anxiété et tout ça, là, à ce moment-là, oui, je vais peut-être le considérer. Mais je commence à 30 puis je l'augmente après 2 semaines. Parfait. Marie-Noël demandait comment on fait le test d'Hoffman? À quel endroit on regarde? C'est possible Ça, c'est dur à voir, mais je ne l'ai pas moi-même. Fait qu'il faudrait regarder ça. Il y a des vidéos YouTube qui vont vous le montrer. Mais ce qu'on fait pratiquement, c'est que moi, je prends mes deux doigts comme ça, puis je fais une pince au niveau de ma phalange intermédiaire, au niveau du majeur. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu là, où est-ce que je prends. Puis tout ce que je fais, je demande aux patients vraiment de relaxer. Fait que leur poignet est un petit peu en extension, un petit peu de même. Puis je fais juste fliquer comme ça le bout de l'index. Puis ce que j'essaie de voir, c'est que les gens, ça va être positif, qu'il va y avoir une flexion comme ça qui va se produire au niveau du pouce. Mais je vous invite à regarder des vidéos YouTube, ça va probablement être plus clair que mon petit examen là, que je fais de même en avant de ma caméra. Parfait. Il y avait une question sur la myalgie paresthética. Je ne sais pas si ça fait partie de l'arsenal en physiatrie. Ce serait quoi l'évidence de traitement pour cette condition-là? Fait que le myalgie paresthética, ça j'en vois souvent. Fait que c'est des tests de conduction nerveuse qui peuvent être difficiles parce qu'il faut qu'on essaie de trouver le nerf sur le côté de la hanche. Mais oui, ça c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Je trouve que souvent, ces patients-là ne répondent pas bien à des choses comme le gabapentin ou bien le Lyrica, ou même je vois que la prednisone, je n'utiliserai pas ça non plus. Souvent, il y a une raison pourquoi est-ce qu'il y a myalgie paresthética. Fait que ça peut être parce qu'ils prennent, par exemple, une ceinture qui est trop tête, ils ont une prise de poids, par exemple, ou encore une perte de poids, ça peut arriver. Fait d'essayer de limiter un petit peu ces positions-là. Donc, ça a tendance à être pire quand les gens sont assis aussi. Fait que d'essayer de savoir aussi à l'histoire, ça peut aider. Pour myalgie paresthética, ce qui est vraiment utile, c'est une injection au niveau du nerf. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui sont capables de le faire. Il y a des médecins sportifs, puis il y a des physiologues qui peuvent le faire. Mais je ferais juste une injection si c'est douloureux. Fait que si les gens ont une perte de sensation, ça ne sert à rien de faire une injection parce que je vais leur causer une perte de sensation. C'est ça qu'on veut faire avec l'injection. Fait que quand le nerf est vraiment angry, ça fait mal, une injection, ça peut fonctionner. Puis ce n'est pas une injection qui est super compliquée quand on est capable de le faire. Fait que chez les patients qui ne s'améliorent pas, c'est ce que j'ai tendance à utiliser. Des fois, il y a des crèmes. Moi, j'aime beaucoup des crèmes compound cream. Ça peut être dispendieux, mais surtout si les gens ont des assurances, ça peut vraiment aider. Fait que tu peux essayer une crème compound avec, par exemple, du Lyrica dedans, de la mitryptyline, lidocaine. Tu peux même mettre de la calamine là-dedans. Fait que ça peut aider des fois avec la douleur, mais souvent, c'est un problème de nerf qui est plus au niveau de la hanche. Fait qu'une injection, ça a tendance à marcher super bien pour les gens qui ont de la douleur. Peut-être une dernière question. Il y avait une question de discopathie ou hernie lombaire. Est-ce que vous suggérez l'infiltration foraminale versus la prednisone péros? Est-ce qu'il y a de l'évidence? Ça, c'est super intéressant. Je trouve qu'au Canada, on n'utilise pas vraiment la prednisone pour les gens qui ont des hernies discales qui sont en aigu, fait que, après quelques jours. Mais je sais, par exemple, qu'en Europe, c'est quelque chose qui est utilisé un petit peu plus que nous. Fait que moi, j'ai toujours été curieux parce que, je vais être honnête avec vous, en physiatrie, souvent, je vois ces patients-là des mois après, donc pas en aigu parce que je ne fais pas d'urgence, puis je ne fais pas de médecine familiale non plus. Mais ça peut aider. Je pense que ça peut aider. Puis il y a certaines recherches qui semblent démontrer que oui, pour essayer de diminuer un petit peu l'inflammation au niveau des nerfs. Mais si c'était moi, j'utiliserais, je pense, la prednisone vraiment là, comme en aigu. Fait que si vous les voyez 3-4 jours après, puis tu es pas mal convaincu que c'est une radiculopathie, là, ça vaut peut-être la peine de l'essayer. Si ça fait comme des mois, pas sûr que ça va aider. Puis c'est là qu'une infiltration foraminale, ça va probablement aider un petit peu plus. Fait que par le temps qu'ils me voient, souvent, je vais recommander une infiltration foraminale versus
la prénisone. Tu sais, plus c'est targeté, plus c'est précis, mieux c'est généralement comme traitement. La prénisone, ça peut avoir beaucoup d'effets secondaires. Puis là, tu t'ouvres une boîte de plusieurs choses qui peuvent aller mal, tandis qu'une infiltration foraminale, si c'est bien fait, ça peut marcher très bien. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, mais je trouve qu'en Amérique du Nord, on l'utilise moins, mais ça peut aider. Parfait. Donc, il est 20 heures. On va conclure le webinaire. Encore une fois, Dr. Petit, merci beaucoup. Je pense que les gens ont très apprécié. Excellente présentation, très généreux des connaissances, belle perle clinique. Donc, c'était excellent. Donc, encore une fois, je rappelle aux participants de remplir le formulaire d'évaluation dans le chat. Vous allez recevoir également votre attestation. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Je pense qu'on s'en va en quelque chose de différent sur le syndrome alcoolo-fœtal. Donc, ça va être très intéressant au mois de mars. Et d'ici ce temps-là, on vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup tout le monde. Merci.